Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage. Ce podcast, tout comme un voyage se vit en mouvement. Un épisode, un lieu, un invité. Je suis Pierre Donnel, chef concierge d'un grand hôtel à Paris et depuis plus de 20 ans, j'ai la chance de rencontrer, d'être inspiré par de nombreuses personnalités que j'ai souhaité vous partager aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un psychanalyste qui a fait du voyage l'un de ses sujets d'étude. Que recherchons-nous en voyageant? Pourquoi voyageons-nous? Et que ramenons-nous de ces voyages? Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Dans le sacro-saint de Pascal Feinte. J'aimerais bien commencer par, comme je fais avec tous mes invités, pour donner un petit peu de contexte, que vous nous racontiez. Alors, je sais que vous avez peut-être moins l'habitude de parler que les autres, mais cette fois-ci, je vous donne la parole. Racontez-moi un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, un peu votre parcours aussi. Alors, qui je suis? Pascal Feinte, voilà, déjà le docteur Feinte pour certains, puisque je suis psychiatre, psychanalyste, à Paris depuis pas mal d'années, après être passé par Angers, l'université de médecine où j'ai fait mes études, puis Lille, un peu sur les traces de la famille paternelle, donc c'était déjà aussi un voyage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La spécialisation en psychiatrie ou... Alors effectivement, ça a été un choix pas si simple que ça, en fait. J'ai eu un parcours assez... comment dire? Mon choix, en fait, au départ, comme beaucoup de garçons s'intéressant à la science, je voulais faire de la biologie. Et puis, je m'étais dit, bon, je vais m'inscrire en pharmacie, ça ira plus vite. Mon père était médecin et tous ses amis étaient là, mais tu vas pas faire ça, tu vas te boucher plein de choses. Bon, je me suis inscrit en médecine. Bon, ça a été une découverte. Et puis en fait, je peux le dire maintenant, oui, ça m'a vraiment passionné. Bon, pas le début, hein, parce que toutes les matières fondamentales, c'était quand même assez pénible. Et ce qui m'a plu, c'est la clinique, c'est-à-dire pouvoir observer, pouvoir diagnostiquer, pouvoir traiter. Donc je pense que j'ai toujours eu, et j'ai encore, cette curiosité. Après, le choix de la psychiatrie s'est fait aussi pour des raisons plus personnelles, dont je ne parlerai pas, mais aussi, c'est-à-dire les interactions en fait entre le corps et l'esprit et inversement. On peut appeler ça l'esprit, d'autres l'appelleraient autrement. Enfin, c'est amusant parce que j'avais un professeur de psychiatrie à Angers qui disait toujours que la pensée, ce n'est pas comme l'urine du cerveau. Ce n'est pas l'urine du cerveau. Donc ça ne se mesure pas avec des chiffres, ou en tout cas ça ne se pèse pas. Et je crois que ça m'a toujours laissé l'esprit en éveil, justement. Ensuite, la psychiatrie, c'est quand même pas si simple que ça. Vous devez en entendre parler, hein. Encore maintenant, on dit toujours que c'est le parent pauvre de la médecine, ce qui reste vrai. Mais là, je vais encore faire référence à ce professeur de psychiatrie qui disait, mais on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais parce que c'est toujours différent. Quand vous voyez une dizaine d'angines, c'est un peu toujours la même chose. Après, qui a l'angine et qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça qui, en fait, m'a intéressé. Pourquoi on appelle ça le parent pauvre? Parent pauvre, parce que c'est pas très glamour, la psychiatrie. La psychiatrie publique, d'hôpital, où on accueille les patients les plus démunis, avec des pathologies sévères aussi. Donc, oui, c'est pour ça, voilà. Très bien. Et aujourd'hui, vous recevez aussi bien au cabinet qu'à l'hôpital? Absolument, oui. Donc, assez vite, en fait, j'ai fait mon internat, mon assistanat, et j'ai passé le concours de praticien hospitalier. Et là, j'ai diversifié mes activités, en fait, en m'installant. Donc, c'était un peu risqué, je n'irai pas jusque-là, mais j'avais pas envie de passer tout mon temps à l'hôpital, ni tout mon temps dans un cabinet. Ça arrive
très vite cette décision de s'installer en cabinet? Oui, en fait, j'avais pas envie de passer tout mon temps à l'hôpital, travailler, notamment avec la psychose et des choses assez lourdes. Euh, j'avais envie de diversifier en fait ma pratique, quoi. Je me suis lancé, j'ai pris une colocation dans un cabinet et bon là c'était une nouvelle aventure. Vous êtes où à ce moment-là? Là j'étais boulevard Saint-Germain. Donc déjà à Paris? Oui, j'étais à Paris, oui, pardon. J'étais à Paris. Boulevard Saint-Germain avec des médecins de spécialités différentes. Et au bout de quelques temps, en fait, le bail n'allait pas être renouvelé, donc il fallait trouver une solution et j'ai décidé de changer, et là de travailler tout seul. Voilà. Donc ça aussi, c'est venu très vite, finalement. Oui, pas si vite que ça, mais parce que je pense qu'il faut, dans ce métier, il faut quand même avoir une certaine maturité. Et puis c'est vrai que la psychanalyse dans ma pratique m'a beaucoup aidé là-dedans, justement, et le travail à l'hôpital aussi. Très bien. Et pour en venir à notre sujet, au sujet qui le nous voyage. concerne, vous avez écrit dessus oui. Par rapport à votre spécialité. Alors, justement, ça a même été, à la fin de mes études, à la fin de mon internat, j'ai écrit ma thèse sur le voyage aussi. Voilà, donc bon, j'avais pas envie d'un sujet de biostatistique ou de... Je sais plus pourquoi exactement, en fait. Oui, comment c'est venu finalement, cette idée? Bon, parce que c'était une époque où je voyageais pas mal aussi, et puis il y avait toujours ce concept né au siècle dernier du voyage pathologique. Ouais. Qui est encore plus ou moins utilisé, beaucoup moins évidemment. Bon, le voyage pathologique, c'est un patient qui se mettrait à délirer ou à partir sans savoir pourquoi et à voyager. En fait, ces voyages pathologiques, bon, la plupart du temps, ils sont quand même liés aussi au développement des moyens de transport. Quand il n'y avait pas de transport en commun, de train, d'avion ou autre, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller loin. Après, il y a toujours eu des gens qui partaient à l'autre bout du monde, hein, ça commence très tôt dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai que je me suis intéressé à ce sujet, et puis ça me permettait aussi, moi, de travailler en me faisant plaisir. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette thèse? Vers quelle thématique vous vous dirigez? Bon, j'en sors pas une thématique particulière. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, là, une amie m'avait demandé d'écrire un article là-dessus pour le journal des psychologues, parce que j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à le faire, là, en l'illustrant avec quelques vignettes cliniques pour illustrer ça. Qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort que pour moi, le voyage dit pathologique, il correspond à l'ambiance environnementale, je dirais, sociale, sociétale, et il fait partie du symptôme aussi, comme on a des gens qui mangent trop, pas assez, qui prennent de la drogue. Bon, ça, on peut le classer en pathologie, si vous voulez. La pathologie, ou la nosographie, ou la classification, ça permet de se repérer, mais au fond, ça ne dit pas vraiment grand-chose du sujet et de ce qu'il est, de ce qu'il anime. Et donc, sur le voyage? Et donc, sur le voyage, on peut voyager pour plein de raisons. Oui, ça c'est une évidence. Et il y a des choses que vous avez découvertes à ce moment-là sur la rédaction de cette thèse qui vous ont surprise, ou des choses qui sont apparues comme une évidence? Il y avait quand même... Maintenant, ça me paraît des évidences. Effectivement, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus jeune, et donc oui, il y avait des surprises. Parce que cette époque-là, vous-même, vous voyagiez beaucoup. Oui, j'avais la possibilité de voyager plus facilement. Bon, quand on est étudiant, on peut poser des vacances un peu différentes, et puis on a moins d'exigences aussi, en termes de confort. Même si à mon époque, par exemple, le billet d'avion était assez cher pour aller loin.
Je ne sais plus ce qu'on disait. Eh ben, on parlait de ce que vous avez pu découvrir au détour de la rédaction de cette thèse finalement, et de choses qui ont peut-être vous paraissent évidentes maintenant, Alors, mais ce qui me paraît évident, c'est le voyage, il y a toujours un retour, en fait, en principe. Sinon, Mhm. c'est le dernier voyage, c'est le grand voyage. C'est pour aller vers l'au-delà pour ceux Mm. qui y croient. Mais le voyage, ça peut être effectivement, ça peut avoir un côté pulsionnel, aller chercher quelque chose pour se satisfaire. Mais c'est à la fois une quête de soi, mais aussi rencontrer l'autre. Mais de quel autre on parle? Mm. Oui, c'est tout ça qui est très intéressant à exploiter. Aujourd'hui, alors ça, c'est une thèse Hmm. que vous avez écrite il y a quelque temps. Et quand vous y repensez, parce que j'imagine que vous êtes imprégné de ce que vous avez pu rechercher à l'époque, sociétalement parlant, il y a certainement des choses qui se sont déplacées, changées, modifiées. Qui se sont accélérés, je Ouais. dirais, puisque moi, je me souviens, enfant, adolescent, nos parents nous emmenaient en vacances, donc on peut prendre l'avion, mais c'était pas quelque chose de systématique. Mm. Euh, Encore une fois, ça avait un coût, et il y a eu un développement du tourisme de masse, quoi. En Mm. fait, on peut l'appeler comme ça, je pense. Oui, bah oui, il y a eu l'apparition des compagnies aériennes low cost, par exemple, qui ont Déjà, beaucoup oui, bon, aidé. ça existait déjà à l'époque. Ouais. Mais en fait, c'est la différence entre tourisme et voyage. Mm. Le touriste, bon, il y a toujours un petit côté, notamment chez les Français, un peu méprisant sur le touriste. Oui, c'est un mot qui est un peu C'est un galvaudé. restaurant pour les touristes, ça, je Bien ne sais sûr. pas. Alors le tourisme, je ne sais pas si vous savez, mais ça vient d'une pratique anglaise, Mhm. britannique, qui était de faire le tour, en Mm. fait, qui existe encore, puisque les étudiants prennent une année souvent pour aller voyager, justement, avant de se mettre à travailler. Donc le tourisme, c'est une industrie aussi. En fait, le- le touriste, il est plus dans la consommation que la surprise ou la rencontre. Mm. C'est-à-dire, c'est le touriste qui ne va pas être content parce que son hôtel ou le restaurant ou même le climat ne correspondent pas exactement à ce qu'il souhaitait. Le voyage, effectivement, encore une fois, le voyage, on peut voyager pour ses affaires, pour des raisons économiques, pour des questions religieuses Mhm. aussi, puisqu'il y a ce qui est redevenu à la mode, qui est par exemple de faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Mm. Compostelle. Alors on peut partir un peu de partout en Europe. Mais le voyage, c'est quand même s'interroger sur ce qu'on est, sur qui on rencontre, et ces rencontres peuvent effectivement apporter des questionnements, un enrichissement. Alors après, encore une fois, ça reste très subjectif, quoi. Ouais. Chaque individu peut voyager vraiment différemment. C'est effectivement ce qui distingue effectivement le voyage du tourisme, où là, il y a plutôt un parcours qui est préétabli, on va faire ça. D'ailleurs, c'est cette expression dont j'ai horreur, c'est j'ai fait la Grèce, j'ai fait la Turquie. De manière un peu ironique, moi je réponds oui, on fait, mais on ne marche pas dedans. Mm. Vous êtes parmi nos invités, on a déjà eu plusieurs fois Oui. cette remarque, effectivement, Mhm. de faire quelque chose comme une checklist Oui. et qui n'apporte pas grand-chose finalement. Et en fait, c'est juste pour pouvoir raconter ou capturer dans son Oui, c'est téléphone le portable côté aujourd'hui. consumériste, Ouais. finalement. On parlait tout à l'heure avant Mm. des Américains, nos amis américains moi ça m'avait surpris, des amis américains qui voulaient absolument voir telle maison à tel endroit, puis faire 400 km après, mais Mm. tout ça dans la même journée, quoi. Mm. Pour moi, c'était surréaliste, alors que Ouais. pour eux, non, 5 heures de voiture, ça va, tout va bien. Et dans le voyage aujourd'hui, est-ce que vous avez parlé de toutes les raisons de voyager? Est-ce qu'il y a des vraies tendances? Vous n'avez pas parlé de toutes les raisons de voyager, parce qu'effectivement, c'est très subjectif, très personnel. Mais est-ce qu'il y a des vraies tendances aujourd'hui que vous auriez pu constater? Que j'aurais constaté par rapport à mes patients? Par rapport à vos Ou par patients ou par rapport rapport à vos à... recherches de façon Ah, générale? d'accord.
Si, il y a des choses intéressantes. Justement, il y a des jeunes, notamment, qui ne veulent pas voyager Ouais. pour des raisons écologiques, Mhm. économiques, ou peut-être simplement par rejet, justement, de cette consommation. Mhm. Ce qu'on pouvait voir, nous, par exemple, en psychiatrie, bon, qui existe toujours, hein, ce qu'on appelle l'anorexie mentale, qui est un refus d'ingurgiter tout ce que le monde capitaliste peut proposer. Il y a un petit effet comme ça avec le voyage. Et c'est Bon. problématique? Oh, ça peut l'être, effectivement, parce que ça peut devenir, effectivement, ne plus bouger du tout. Enfin, je me souviens plus du terme, mais par exemple, ces Japonais qui restent chez eux et qui ne sortent pas de chez eux, quoi. Oui, là, on n'est même plus dans une notion de déplacement Non, oui, en avion, en train, quoi que ce soit. On sort c'est-à-dire plus de là, chez il n'y a soi. aucun déplacement. Ouais. Ou il y a un déplacement qui est plus imaginaire, en Mm. fait, à travers des écrans ou ça m'avait frappé aussi. Bon, ça arrive pas si souvent que ça, mais je voyais des patients qui n'avaient que des amis virtuels. Alors ça peut exister, parce qu'effectivement, les moyens de rencontre, ça passe beaucoup par le virtuel. Mais il n'y a jamais de rencontre physique. Mais il y a 100 rencontres, quoi. Notamment Ça, c'était Japon uniquement ou... Non, en France. Ah oui. Et notamment les joueurs de jeux en ligne, quoi, Mm. en fait, qui se connaissent comme ça, mais sans jamais se rencontrer. Ouais. Mais ce sont des amis. Donc, effectivement, là, c'est une autre forme de voyage aussi, on pourrait dire ça comme ça. Après, dans les voyages, bon, c'est vrai que le Covid est passé par là aussi, donc notamment les voyages d'affaires, ça c'est quelque chose qui s'est un peu réduit Ouais. pour certains. Hein. Bon, ça occasionne d'autres troubles, hein, d'ailleurs, je dirais. Ouais. Mais d'un manque d'interactivité, de relation, quoi. La présence des corps, c'est quand même quelque chose de très important pour l'être humain. Et là, en fait, dans les deux choses qu'on vient d'évoquer, dans les deux tendances qu'on vient d'évoquer, ce qui est intéressant, c'est que le voyage signifie rencontre. Oui. Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment je dirais le sens premier, quoi, en fait. C'est la rencontre de soi aussi, en passant par l'autre, par les autres. C'est accepter la différence. Alors, bon, le développement des voyages a aussi, je dirais, fait flamber un peu l'imaginaire, parce que je voyais la notion du voyage en Orient, par exemple, au 19e siècle, avec Lamartine, puis Nerval ou Chateaubriand. Bon, il y a toujours quelque chose. Bon, c'est malheureusement une triste actualité, là, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais d'aller chercher du côté de la Terre Sainte les origines, les religions, de beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses fantasmées, projetées et réelles. Mais oui, le 19e siècle, avec l'essor des voyages, a permis justement plus facilement de pouvoir partir. C'est-à-dire, on commence à avoir des lignes régulières. Bon, même si pour aller au pays du Levant, il faut que quelques heures maintenant, et il fallait quelques jours quand même avant pour y aller. Et est-ce que justement ça a changé cette rapidité de déplacement? Est-ce que ça a changé quelque chose sur notre manière de voyager? Alors oui, parce que du coup il y a une facilité, mais avant il y avait des étapes avant d'y arriver, donc potentiellement des rencontres de cultures au fur et à mesure différentes. Permettre peut-être de s'acclimater d'une certaine façon à la destination, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais je pense que là, en fait, aujourd'hui, on part d'un point A, on arrive à un point B, et finalement, il n'y a pas de transition entre les deux. C'est vrai que ça va très vite, mais c'est amusant, parce qu'en fait, il y a un phénomène inverse maintenant. Parce que justement, par souci de la planète, etc., beaucoup de jeunes ne prennent plus l'avion. Ouais. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps, c'était un de mes neveux qui me racontait ça, qu'il allait à Madrid, et que l'amie avec qui il partait, elle ne voulait pas prendre l'avion. Le train était très cher, où il n'y avait plus de place, donc ils sont partis en bus. D'accord. Donc Paris-Madrid, c'est 15 heures de bus. On a un peu de mal à imaginer ça maintenant, de faire 15 heures de bus. Ouais. Mais c'était intéressant parce qu'il me racontait qu'il effectivement, c'est beaucoup moins confortable, c'est une perte de temps, d'accord,
mais qui pouvaient découvrir les paysages avec quand même des arrêts, et on assiste à la transformation, en fait. Oui, puis c'est une démarche, Ouais. véritablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte de passer autant de Mm. temps dans un bus pour arriver à destination, l'intention est probablement pas la même que de sauter dans un avion, je dirais. Ouais. C'est presque aujourd'hui, on peut arriver à l'aéroport sans billet d'avion et choisir sa destination sans forcément avoir Tout à fait. conscientisé Ouais. ce déplacement. Tout à fait. Donc oui, c'est très caractéristique. Mais je vais revenir sur cette notion de rencontre, justement, parce que au cours de vos recherches, j'imagine que vous avez pu constater aussi bien des bénéfices comme des... Oui, ça peut être dangereux pour certaines personnes, effectivement. On parle notamment alors, des Japonais quand ils viennent à Paris et toute cette approche et cette Oui, alors envie. c'est vrai qu'il y a eu, à une époque, l'ambassade du Japon à Paris avait sa cellule psychologique de crise pour les Japonais qui découvraient l'Occident. Et bon, c'est vrai que l'histoire est un peu différente pour le Japon, parce qu'ils ont été quand même coupés du monde jusqu'à la période Edo, je crois, oui, c'est ça. Et bon, c'est vrai que moi-même j'ai voyagé au Japon, et c'est vrai que on ne peut pas dire que c'était un choc, mais c'est vraiment un réel dépaysement, parce que là, on n'a plus nos repères d'occidentaux, je dirais, ou de ce qu'on peut connaître. Donc oui, ça peut être très déstabilisant. Et ça me fait penser à une histoire assez récente là, à l'hôpital, justement, d'un homme qui, à l'occasion de la mort de sa mère, je crois, n'était pas très bien, et puis il était passionné de manga, de culture japonaise, il avait pris son billet d'avion pour le Japon. Ne parlant pas anglais ni japonais, il s'est retrouvé là-bas, et il y a eu un effet de perte de la réalité, effectivement. Il avait trouvé sa solution avec sa pathologie, qui était de rester campé dans l'aéroport en attendant son billet retour. Voilà. Donc pendant tout le séjour qu'il avait prévu au Japon, en fait, il n'a vu que l'aéroport quasiment. D'accord. Voilà. Bon, il s'est débrouillé quand même. On en voit d'autres. Alors, par exemple, je travaille à l'hôpital qui est à Villejuif, où on n'est pas très loin d'Orly. Alors, ça arrive de temps en temps qu'on ait des voyageurs égarés ou qui ne vont pas bien, mais pour d'autres raisons, hein, pas forcément liées au voyage en lui-même, mais le voyage peut être un facteur de décompensation. J'ai toujours, dans mon approche d'accueil des clients qui viennent de l'étranger et du monde entier, j'ai toujours ce petit truc en tête de dire, ils sont pas dans leur zone de confort. C'est à nous de les mettre dans une position qui leur permette alors je dirais pas jusqu'à se découvrir eux-mêmes, mais c'est simplement, le voyage, c'est une sortie de sa zone de confort. Donc c'est une mise en danger finalement d'une certaine façon, à des niveaux différents suivant les individus. Oui, ça peut être effectivement une perte de repères. Ouais. Et d'ailleurs, malheureusement, certains se font plus agresser s'ils sont d'une certaine nationalité. C'est un phénomène connu, quoi. Mais en même temps, on a des outils technologiques et les réseaux sociaux qui permettent d'anticiper tout ça maintenant. Donc, je pense que la manière de voyager dans l'histoire de l'humanité, elle n'a pas arrêté de se transformer, d'évoluer. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur quoi? Alors là, moi, je ne suis pas. Il n'y a pas une réponse. Je ne suis pas sociologue, mais il n'y a pas une réponse, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai. Après, c'est assez empirique ce que je vais dire, mais c'est beaucoup. Alors, il y a des phénomènes de publicité, de tendance. Il faut aller à tel endroit, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est assez amusant, d'ailleurs. Je trouve que, par exemple, dans mes patients, j'entends souvent, il y a un pays qui va revenir. Je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, c'était beaucoup le Portugal. Il y a des pays comme ça qui... Bon, après, je pense qu'il y a des bons publicitaires, des bons tendanceurs. Beaucoup de réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, et puis le bouche à oreille aussi. Oui, bien sûr. Mais chaque destination ne correspond pas forcément à tout le monde. Là, c'est plutôt, effectivement, on se retrouve plutôt dans le tourisme. Ouais, c'est ça.
Puis c'est vrai qu'il y a, pour les gens qui ont les moyens, il y a un côté, bon, il faut faire le tour du monde et cocher à peu près tous les pays, quoi. Est-ce bien utile? Ouais. Et dans le voyage, il y a aussi une autre notion qui est la notion de fuite. Mhm. C'est la fuite pourquoi par rapport à quoi? Alors là, la fuite, elle peut être, si on va plutôt du côté pathologique, effectivement, la fuite, elle peut être délirante. Mm. C'est se cacher. Bon, ça m'est arrivé d'avoir une réfugiée suisse en France. Ça paraît un peu paradoxal, Mm. mais parce que bon, elle était dans un processus probablement délirant. En tout cas, elle avait quitté la Suisse. Mm. Elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Alors il y avait bon des éléments de réalité, hein, bien sûr, mais qui faisaient quelque chose d'un peu délirant. Bon, j'ai vu ça une seule fois dans ma vie. Mm. Après, Ça vous a marqué? bah en oui, revanche. oui, quand même, parce que je pensais que on va plutôt se réfugier en Suisse que, Ouais. que fuir, Pas pour la, les mêmes raisons. fuir la Suisse. Ah oui, alors oui, ça c'est sûr. D'autres, effectivement, on peut. Bon, il y a des raisons objectives aussi. Mm. Je vois dans les populations, notamment avec la guerre en Ukraine, Mm. des gens qui sont devenus très méfiants. Bon, il y a toute une culture autour de ça, mais après, c'est-à-dire la frontière elle peut être fine, hein, ou subtile entre ce qui est délirant ou ce qui est tout à fait adapté. Oui, oui. Mais c'est vraiment cette idée que le voyage, en dehors du déplacement, puisque c'est vraiment deux notions qui peuvent être dissociées, c'est quelque chose de très très personnel. Complètement. Mm. Complètement, donc c'est lié à une histoire aussi. Mm. Hein. Après, il y a plus le pays est petit, plus les gens voyagent. Ça a toujours été connu, hein, Ouais. qu'on prenne les Hollandais ou les Libanais Mm. ou d'autres pays avec des traditions de voyage aussi. Hein. Mm. Et c'est assez curieux de constater, et là en plus je vais parler en connaissance de cause, puisqu'en France on a quand même une terre très riche en tourisme, on reste toujours la première destination mondiale, et pourtant j'ai l'impression que les Français voyagent de plus en plus à l'étranger et profitent pas de leur territoire. Ça a une raison, ça, vous pensez ou... Ah, vous pensez, c'est vraiment ça Bah moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, je pense qu'il y a une question d'âge aussi probablement. Mhm. Il y a, bon, il y a des gens qui ne veulent plus prendre l'avion, hein, donc Ouais. effectivement, du coup, voyager en France, c'est plus simple, Mm. enfin, où c'est adapté. Mais l'attrait de l'étranger, oui, alors ça, il faudrait les questionner. Mais aller à l'étranger, c'est vouloir s'extraire de son quotidien, de ce qu'on connaît. Encore plus que de rester sur son territoire. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. C'est une manière de se comparer ou de se Ouais. sentir un peu différent, justement, ou d'oser plus de choses aussi. Il y a des gens qui partent, bon, je sais pas, on pourrait citer quelques destinations, mais pour faire la fête et se lâcher, quoi, en fait, aussi. Oui, on sort du quotidien exemple, et de ce fait, on... Ce grand festival qui s'appelle Burning Man, Ouais. les gens vont écouter de la musique, prendre de la drogue. Et, bon, Couper du monde. c'est un mais... ailleurs, ouais. donc on est libéré un peu de ce qui, de son surmoi, qui peut parfois être tyrannique. C'est vrai que l'étranger, ça permet ça. L'étranger, normalement, c'est l'autre dans un autre radical, qui peut être radical. Oui, Complètement- radicalement différent de ce qu'on est. radicalement différent, mais Ouais. bon, au fond, quand même, les êtres humains sont assez semblables. En général, qu'est-ce qu'on rapporte de nos voyages? De voyage. Alors, je dis en général, mais c'est une question très vaste parce que... C'est le on collectif ou C'est un le on, qu'est-ce qu'on peut rapporter des voyages? Oh, bah, Et des voyages, hein, parce que pour le coup, on a évoqué cette différence de tourisme et voyage. Je pense que tourisme, à part des photos dans son téléphone et une checklist qu'on a complétée, je pense pas qu'on ramène grand-chose. Des souvenirs de l'aéroport, peut-être. Mais sur le voyage,
parce qu'on a évoqué un petit peu toutes les raisons, même si on a un peu survolé le sujet, je pense qu'on pourrait aller dans le détail beaucoup. Alors, sur ce qu'on rapporte, effectivement, bon, il y a des souvenirs, c'est quand même une grande tradition, ça, mais... Et quel type de souvenirs? Alors, ça peut passer vers des objets, Mm. de la nourriture, beaucoup, souvent. D'ailleurs, qui n'a pas fait l'expérience de ramener le truc qu'on trouve excellent là-bas, et une fois à la maison, ça a perdu de sa... Sorti du contexte, c'est sorti plus du la même. contexte, voilà, enfin, notamment, je sais pas, tout le monde a dû faire cette expérience de rapporter un alcool qu'on a bu pendant les vacances et qui, évidemment, ne va pas avoir le même goût à Paris qu'à Santorin ou je ne sais où. Les photos, mais ça fait bien longtemps qu'on n'attend plus d'avoir le développement, le tirage de la photo. Donc là, il y a moins de surprises, on l'a tout de suite. Même, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que les gens regardent beaucoup les photos après avoir fait autant de photos? Moi, je pense que ce qu'on rapporte, ce qu'on ramène même, c'est quelque chose d'un peu charnel, en fait. Je mettrais ça plutôt du côté de la sensation. Oui. De ce qu'on a pu éprouver, justement, au niveau des émotions, avec les gens qu'on rencontre, les paysages, les monuments. Ça peut être plein de choses. Ça me faisait penser à... la première fois que j'ai vraiment fait du bateau plusieurs jours sur un voilier, quand j'étais étudiant encore, et le capitaine, qui était une capitaine, elle nous disait vous sentez maintenant, on sent la côte. Bon. Alors effectivement, on est plus ou moins sensible aux odeurs, mais l'odeur de la côte, effectivement, on sent une chaleur différente et quelque chose de plus terrestre, ça peut être résineux aussi, notamment dans les pays du Sud. Et puis pour continuer sur les odeurs, il y a des odeurs pour moi qui me marquent justement quand je vais chez quelqu'un ou dans une boutique où il y a des odeurs et qui vous particulières. ramènent sur... Ah oui, complètement, oui. Un peu comme la Madeleine de Proust, Ouais, quoi, c'est finalement. C'est comment redéclencher, finalement, une chaîne de souvenirs, une chaîne liée à l'inconscient, en fait, ce qu'on a intégré. Donc, on peut intégrer quelque chose. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des objets. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on revient changer d'un voyage? C'est ce qui peut arriver de mieux. Ouais. C'est ce qui peut arriver de mieux. C'est-à-dire changer dans le sens où on peut s'ouvrir, se cultiver, échanger. Donc c'est une richesse, ça, quand même. Donc oui, ma réponse est oui. Et est-ce que le voyage est indispensable à l'être humain? Non, pas du tout. Non? Non. C'est un non catégorique. Je suis pas tellement moi dans le catégorique. De toute façon, chacun, j'espère que chacun peut jouir un peu de sa vie comme il l'entend, dans la limite raisonnable, bien sûr, des choses. Mais c'est-à-dire imposer, il faut... on est dans une époque où on a beaucoup de possibilités, mais où nos libertés sont de plus en plus réduites quand même. Donc, on peut voyager... je ne sais plus, justement, pendant le confinement lié à la Covid, je ne sais plus sur quelle station de radio, quelqu'un parlait de ce livre qui est « Voyage autour de ma chambre ». Voilà, on peut effectivement voyager autour de sa chambre. On peut voyager, effectivement, par rapport à des objets ou des souvenirs. Alors, l'objet déclenche, effectivement, plus facilement, si on y prête attention, un souvenir. Et là, on peut voyager sur place, quoi, finalement. Donc, et vous, comment vous voyagez? Moi, comment je voyage? Avec le temps, les choses ont évolué aussi. Alors, vous avez beaucoup voyagé? Pas mal, je pense. Peut-être sans doute moins que maintenant, que la moyenne. Ce que j'appelle vraiment voyager. Moi, j'aime voyager, effectivement, par rapport à ce que j'ai décrit. J'ai pas envie de faire du tourisme, où on me dit de telle heure à telle heure vous faites ça. Ça m'est arrivé même dans des endroits où je ne pensais pas faire de tourisme. J'ai eu la chance de voyager comme ça
en Iran et en Égypte. Mhm. Et les 2 fois, en fait, j'avais une amie qui était mariée avec un diplomate danois, donc ça me permettait de découvrir le pays sous un autre angle. Et encore une fois, là, il y avait aussi un biais, hein, puisque être hébergé par des diplomates, on ne rencontre pas forcément la même population. Et ce que je disais, oui, donc par exemple, ces voyages, bon, voyager en Iran, ça n'a jamais été vraiment très facile, même si ça s'est ouvert à un moment donné. Euh, L'Égypte beaucoup plus facilement, mais justement en Égypte, je voulais échapper à ce tourisme de masse. C'est assez impressionnant en fait de voir. À l'époque, c'était la grande époque où il y avait tous ces bateaux sur le Nil. Bon, et j'avais eu la chance de pouvoir m'échapper avec les quelques tuyaux de l'ambassade du Danemark. Merci l'ambassade du Danemark. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé piégé, quoi. En fait, me retrouver dans un flot oui, de visiteurs. parce qu'on ne peut pas y échapper maintenant, bien c'est comme ça, en fait. Comme quand vous allez au Mont-Saint-Michel, vous êtes sûr d'être avec des touristes, forcément. Bien sûr, peu importe l'heure. C'est-à-dire, il y a ce côté un peu nostalgique de pouvoir être tout seul à découvrir. Et je crois que tout le monde a un peu ce fantasme-là, oui, c'est ça, oui, de pouvoir. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance dans ma vie de pouvoir découvrir certains pays comme ça, notamment l'Iran, où c'était quand même le Liban, où je suis allé visiter grâce à un de mes très bons amis avec qui j'étais en médecine, où c'était vraiment, vraiment un choc. Oui. Ouais. Donc vous êtes revenu changer. Oui, complètement. Oui. Et vous diriez que entre vos débuts de voyage, je dirais, quand on sort du lycée, hein, en général, c'est la première fois où on voyage tout seul. À partir de la majorité. Oui, c'est ça. Et maintenant, il y a forcément eu une évolution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est pas vraiment une spécialité le voyage, mais vous avez beaucoup étudié dessus et vous êtes assez spécialisé. Comment ça influence ou ça a modifié votre comportement au voyage? D'un point de vue personnel, ça n'a pas tellement changé ma façon de voyager. En fait, c'est peut-être mon regard qui a changé, effectivement. Ouais. Dans mes congénères avec qui je peux prendre l'avion ou voyager ou tomber sur d'autres voyageurs. J'ai une espèce de regard un peu bienveillant maintenant. Ouais. Voilà. De pas... Bon, on ne peut pas éviter les touristes, on l'est soi-même aussi, forcément, à un moment donné. Bien sûr. Voilà, c'est pas faut l'assumer là-dessus. Exactement. Faut l'assumer, faut être bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est une évidence. Oui, c'est ça. Quand on sait, c'est plus facile. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des très bonnes surprises. Oui, bien sûr. Et vous avez, par exemple, une prochaine destination en vue? Pas encore. Alors, une destination récente? Pas encore, parce que j'ai un espèce de retour à la Bretagne. Donc, c'est un voyage. Donc, je voulais m'échapper petit. Et en fait, c'est amusant, parce que des endroits que je connais depuis toujours, je les vois vraiment différemment. Pourquoi? Parce que là, parce que j'ai vieilli, d'une part, tout simplement, mais parce que je n'ai plus le même regard non plus. Et je peux me poser des questions, justement, sur ce qui peut paraître familier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village, cette maison C'est-à-dire, c'est plus du côté de l'histoire, finalement. Ouais. L'histoire personnelle? Non, oui, bien sûr, l'histoire personnelle, de ce que j'ai vécu petit, avec la famille, les amis, etc. Mais de découvrir autre chose. Il y a un petit côté, après, il faut faire attention de ne pas tomber dans la nostalgie. Ça ne fait jamais de bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci. J'ai pour coutume de poser une dernière question à mes invités. Après tous ces échanges passionnants, est-ce que vous avez une personne, vous connaissez quelqu'un ou pas d'ailleurs, quelqu'un qui vous inspire, à qui vous aimeriez passer le micro pour continuer ces échanges sur cette notion de voyage? Oui. Alors, là, je pense à un ami artiste qui fait beaucoup de performances, qui lui-même a voyagé petit, puisqu'il est parti des Antilles pour venir en métropole, et maintenant il a une carrière internationale et voyage beaucoup.
Et c'est quelqu'un qui a un intérêt, pas forcément pour le voyage, mais pour les autres, ça c'est certain, très développé, et il s'appelle Jimmy Robert. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage. J'espère que la vision et les mots de Pascal sauront vous inspirer autant qu'à moi. Je vous retrouve très vite pour un autre épisode avec un nouvel invité dans un nouvel endroit, mais toujours la même question, comment le voyage nous transforme-t-il ?